Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La dégradation de la situation sécuritaire au Mali ne fait plus l'objet du moindre doute avec des attaques terroristes signalées un peu partout dans les septentrions du pays ces dernières semaines. Il y a une semaine de cela, 3 chauffeurs qui n'ont causé d'autre tort que celui de conduire des convois de simples fournisseurs ont été froidement abattus dans la région de Gao. Pas plus tard qu'hier, un chef de village a été assassiné dans les environs de Tenenkou au Mali. La violence gagne presque quotidiennement du terrain. Ces actes criminels qui les commettent. Quel est le dessein de leurs auteurs? Pourquoi cette recrudescence de l'insécurité au moment où, après une énième rencontre des parties impliquées dans la crise au Mali, sur invitation de la médiation, la signature d'un accord est annoncée pour le 15 mai prochain? Au moment où les discussions sont avancées, la situation se dégrade sur le terrain. Donc, comment peut-on expliquer ces paradoxes? À cette question et à beaucoup d'autres vont répondre nos invités. Ils sont 3. Nuhu Maïga, spécialiste en gestion et prévention des conflits, expert international en démobilisation des armements et réinsertion. Ousmane Corneo, spécialiste en sécurité du Sahel. Et Serge Daniel, journaliste et écrivain. Le débat de ce jeudi vous est présenté par Seydou Fomba. Studio Tamani. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je le disais en introduction, la situation sécuritaire au Mali devient préoccupante de jour en jour, notamment dans la partie septentrionale du pays. Les attaques terroristes se multiplient, le nombre des victimes ne cesse de s'accroître. Parmi elles, des casques bleus, des soldats maliens, des civils, des femmes et des enfants. Des cas sont souvent signalés au centre du pays, notamment à Diabali et à Diafarabé. Pendant qu'on parle de signature d'accords de paix à Bamako, dans moins d'1 mois, la situation se détériore sur le terrain. Les choses évoluerait-elle contre-courant? Le premier à répondre à la question est donc Firoun Maïga. Il est spécialiste en gestion et prévention des conflits. Il est expert international en DDR. Oui, merci beaucoup. Merci à Radio Tamani de nous avoir donné l'occasion d'échanger sur un point qui est très intéressant. On parle de la situation sécuritaire, cette dégradation. Moi, je pense qu'il faut le situer à 2 niveaux. D'abord au niveau de l'État central, quelle est la responsabilité de l'État malien dans la conduite des actions sécuritaires, parce que c'est elle qui est en charge de la protection et de la sécurité, et surtout qu'aujourd'hui, nous nous battons pour notre intégrité territoriale, pour notre défense nationale, notre unité nationale. Donc il y a lieu de voir qu'est-ce qui se passe au Mali pour que cette situation-là dégrade jusqu'à ce niveau. Et je pense qu'il faut penser aujourd'hui à voir les actes qui sont posés. Comment est-ce que l'État, à travers ses forces de défense et de sécurité, accompagne les populations dans leur vie quotidienne? Quelles sont leurs limites? Quelles responsabilités ils assument aujourd'hui par rapport à cette situation? Et de l'autre côté, il faut voir aujourd'hui quel accompagnement la société civile, les populations maliennes, devant cette situation de crise qui doit être une institution nationale, se préoccupe ou bien se prépare pour accompagner notre État, cette force de sécurité et de défense, pour essayer de pouvoir éradiquer cette violence-là, qui est une violence qu'on ne peut expliquer parce que elle est quand même très, 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 très grave. Alors, Serge Daniel est journaliste et écrivain, il est en ligne. Alors, dites-nous, Serge Daniel, la dégradation de la situation sécuritaire au Mali vous surprend-elle? Ah non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout surpris par ce qui se passe, parce que j'avais fait observer déjà, après l'intervention française en janvier 2013, à l'époque c'était l'opération Serval, que la guerre n'était pas terminée, qu'en fait qu'elle ne venait que de commencer pour 2 raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas eu de face-à-face direct entre les islamistes et les Français, qui ont pris les 3 localités du nord du Mali. Et dès la prise de ces 3 localités, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une guerre asymétrique qui a commencé. Les attentats, les attentats, les poses de mines, les embuscades, donc une guerre asymétrique. Je pense que dès le départ, ce qui s'est passé, c'est que pour prendre la relève des troupes françaises, la mission de l'ONU n'avait pas les moyens appropriés. Elle n'avait pas les moyens appropriés, elle n'avait pas le mandat robuste qu'il fallait, parce qu'elle était venue faire de l'interposition de force, c'est-à-dire les rebelles
les forces gouvernementales et protéger les populations, alors qu'en réalité, la bête n'était pas du tout morte et que sur le terrain, les islamistes étaient en train de s'organiser. On verra tout à l'heure, les groupes se sont organisés pour prendre le contrôle des 3 régions du nord du Mali, ou du moins pour être présents dans ces régions. Et si vous faites attention, l'échec en partie de la MINUSMA est évident puisque vous avez plusieurs dizaines de soldats de la MINUSMA qui ont été tués pendant cette période-là, pas par un face-à-face avec les islamistes, mais toujours par le système de la guérilla, la guerre asymétrique, parce que essentiellement la mission de l'ONU n'avait pas les moyens appropriés, c'est-à-dire que le médicament des islamistes, je suis persuadé, sont les avions de combat, et que pris beaucoup de temps pour les avoir, et qu'aujourd'hui la situation sur le terrain est aussi dangereuse. Alors, avec l'évolution de la situation sur le terrain, peut-on dire que la réalité au Mali semble échapper à la logique? Je pose la question à Ousmane Cornéo. Oui, je crois que c'est tout à fait normal. Moi, je m'y attendais. C'est le processus même de la résolution d'un conflit. Chaque fois qu'on s'apprête à signer un accord, il y a un certain nombre d'acteurs qui se manifestent. Surtout les acteurs qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait de solutions, qu'il y ait la paix. Et donc, juste à la veille de la signature d'un tel accord, ils essaient alors de se manifester. Et je crois que c'est ce auquel on est en train d'assister. Ensuite, la deuxième étape, c'est quand on aura immédiatement signé. Ils vont continuer à persister et pour montrer qu'en fait que la signature ne sert absolument à rien. La seule solution d'accalmie ne peut venir que lorsqu'on mettra en application, quand on va commencer à mettre en application les dispositions de l'accord. Et que, par ce que j'appelle la fluidité, que ces gens qui n'avaient pas intérêt à ce qu'il y ait accord constatent que des dispositions sont prises dans lesquelles ils se trouveraient leur compte. Alors, ils vont commencer à se désintégrer et certainement commencer à s'allier à la paix. Donc, ce qu'on entend dessus actuellement, c'est le cours normal de la gestion d'un conflit. Tout dépendra de quand il y aura la signature et qu'on commencera à mettre en place des dispositions de l'accord, la mise en œuvre, et qu'ils trouveraient que, en fait, qu'ils ont peut-être intérêt à s'allier à ceux qui sont signataires et plutôt que à rester intransigeants. Surtout que si ces mesures prennent en compte eux aussi leur riposte, parce que la mise en place de ces mesures-là, peut-être non seulement les dispositions de l'accord, mais aussi c'est le sort qu'on va réserver à ceux qui refuseront de signer. Alors, les actes criminels, aujourd'hui, il en a question, on en a commis dans toutes les 3 régions du Nord. Dites-nous, mais quelle est la région la plus touchée? Je pose la question à Firono Maïga. Oui, on ne peut pas dire quelle est la région la plus touchée parce que bon, les informations arrivent ici à Bamako en Côte-Goutte. Vous savez, il y a tellement de dérapages qui se passent sur le terrain que si on devrait les énumérer, les Maliens prendront extrêmement peur. Donc il y a des informations qu'on n'a même pas intérêt à les divulguer. On sait que la menace est grande, l'insécurité elle est grandissante sur les axes routiers, dans les villages, dans les villes même. Bamako n'est pas exclu. Donc tous ces aspects sont de nature à nous dire effectivement que quelque chose se passe. Ousmane Cornéo. Oui, et en fait, dire que quelle est la région qui est la plus touchée, je ne saurais y répondre. Mais ce que je tenais quand même à dire sur ce plateau, c'est je suis du Massina et j'entends de plus en plus ce qu'on accuse un front de libération du Massina qui, je le dis en toute responsabilité, n'est pas vrai. C'est du fictif. C'est une intoxication des djihadistes, des rebelles, la manipulation de quelques groupes pour faire passer les peuls du Massina du côté de la rébellion. Toutes les attaques, moi je peux dire, toutes les attaques qui sont faites dans la région de Mopti, qui aujourd'hui déstabilisent la région de Mopti, sont des missionnaires des djihadistes. Ce n'est pas du front. Qui fait que si jamais on ne prend garde et qu'on croit encore que les jeunes bergers du Massina, du Peul aussi sont du côté de la rébellion et qu'on les frappe avec le même bâton que les djihadistes, que les Touaregs rebelles, je crois qu'on ouvre un second front parce que si jamais ceci aussi s'allie à la rébellion, nous aurons alors la rébellion Touareg et la rébellion Peul du Massina.
Et je crois que c'est un peu trop dur pour la situation actuelle du Mali. Alors, M. Maïga veut intervenir. Oui, moi, par rapport à ce qu'il vient de dire, je suis un peu... je comprends ce qu'il dit, c'est inquiétant, mais la question ne se pose pas. Je me dis, ce n'est pas le front Peul du Massina ou bien les djihadistes, qui sont les djihadistes. Il faut regarder le mode opératoire de toutes ces actions qui sont montées. Mais les djihadistes, ils sont par où? Vous avez deux individus, Peul ou Sonraï ou Bambara ou Peul sur une moto Jakarta ou Saneli, qui prend une bombe ou bien qui prend un truc, qui le file. On l'assimile à des djihadistes. Ils sont du même milieu, ils connaissent le mode opératoire, les populations les connaissent. Mais je me dis, les djihadistes tels qu'on les dit, il n'y a pas une frontière qu'on est en train de mettre entre les djihadistes et les rebelles. Les djihadistes, bon, c'est un mouvement idéologique, c'est une autre approche. Mais je ne pense pas que la question soit là. Les djihadistes, oui, on a besoin de couvrir pour dire c'est les rebelles, c'est autre chose. Je dis, c'est des jeunes maliens qui ont une autre vision, qui sont parmi nous, protégés par nos propres populations, qui les connaissent, ils viennent prendre du thé, qui, pour je ne sais pas moi, quelques sous, autre chose, prennent une moto, ils font ça. Même s'ils sont téléguidés, en tout cas, ils le font à l'intérieur du système. C'est le commanditaire qui est important. La question, c'est à voir. C'est une question idéologique. Est-ce qu'elle ne peut pas exister même à Bamako? Aujourd'hui, la question se pose. Le djihad, c'est un peu partout. Les adeptes sont un peu partout. Peut-être même dans ce bureau dans lequel nous sommes en train de faire. Ce n'est pas exclu qu'il y ait des djihadistes ici parce que ça ne se voit pas sur le visage. Moi, je pense que l'État doit assumer ses responsabilités. La communauté nationale doit se départir de cette façon, de dire, bon, écoute, c'est notre sécurité, il faut qu'on se donne les mains et qu'on trouve une solution à ça. Alors, Sir Daniel, un mouvement intégriste qui s'est créé dans les Massina, cela aussi, ça ne vous surprend pas? Écoutez, oui, d'abord, avant de répondre à votre question, il faut penser à me passer de temps en temps la parole parce que vous allez donner l'impression que je suis puni parce que je ne suis pas sur le plateau. Alors, d'abord, je vais réagir à ce que j'ai entendu. Ce n'est pas parce que vous allez signer un accord de paix demain que vous aurez la paix dans le nord du Mali. Non, s'il y a une chose urgente à faire dans le nord du Mali aujourd'hui, c'est que la communauté internationale nettoie le nord du Mali, cette partie du Sahel, de tous les mouvements djihadistes. Parce qu'il y a une passerelle entre les différents mouvements, mais il est identifié qu'il y a des mouvements qui détiennent des otages, qui vont commettre des attentats et qui sont sur le territoire malien. C'est de la responsabilité de la communauté internationale d'aider le Mali à se débarrasser de tous ces gens-là. On sait où ils sont. Pardon? Allez-y. Justement, face à la recrudescence de la violence, est-ce qu'on sent un changement de stratégie au niveau, par exemple, des forces de l'aménagement et de celle de la force Barkhane? Là, alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on change, on sent quand même un changement, même si je reste persuadé que le mandat n'est toujours pas fort, n'est pas celui qu'il faut pour lutter contre les terroristes. Mais on sent un changement parce que vous savez qu'il y a quelques semaines encore, les soldats hollandais des casques bleus hollandais ont renforcé le dispositif aérien. On sent un changement parce que le chef militaire de la MINUSMA a été relevé. En fait, il y a quelques mois, il vient d'être remplacé et on dit de bien de celui qui est là. C'est-à-dire que la MINUSMA, même si elle ne le dit pas aujourd'hui, elle reconnaît en privé, des responsables reconnaissent en privé que leur stratégie n'a pas été une bonne stratégie. Mais l'autre stratégie consiste aussi à dire au gouvernement malien, vous êtes responsable de la sécurité de vos ressortissants. Il est clair qu'il appartient aussi à l'État malien d'assurer la sécurité des ressortissants. Et je terminerai en parlant de ce front dont vous parlez. Ne nous voilons pas à la face. Ce qui se passe au centre du Mali, vous avez des Maliens, vous avez des ressortissants maliens qui ont été endoctrinés et qui participent au djihad dans le nord du Mali et au centre du Mali. Ce serait une erreur monumentale de penser que les gens du Moujao qui viennent attaquer dans le centre du Mali ne sont pas des Maliens. Il y a des Maliens parmi eux. Vous savez que hier, dans une localité qu'on appelle Dogo, il y a le chef du village qui a été 62 ans, M. Diko, qui a été assassiné par deux hommes qui sont venus à moto. S'ils ont pu venir facilement à moto, c'est qu'ils avaient des complicités internes. Ce n'est pas la peine de se voiler les yeux, c'est la stricte réalité. Mais d'un autre côté, pour terminer, parce que vous allez mettre du temps, je suppose, encore à me donner la parole, et pour terminer, je dirais que d'un côté, c'est bien de lutter contre les islamistes, c'est bien de faire ramener la paix, mais de l'autre côté, le tout sécuritaire ne pourra pas résoudre la question. Il faut développer, il faut un plan d'urgence de développement
de cette région-là. Vous avez des jeunes qui n'ont pas du boulot, des jeunes qui ne peuvent même plus aller en exil, des jeunes qui sont là et qui sont endoctrinés malheureusement par ces djihadistes autoproclamés. Alors, il est 18h30, nous allons observer une courte pause avant de continuer ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La dégradation de la situation sécuritaire au Mali, c'est le sujet du jour. Pour en parler, nous avons dans ce studio deux invités, le troisième étant au téléphone. Le premier, c'est Firoun Maïga, spécialiste en gestion et prévention des conflits. Il est expert international en DDR. Nous avons Ousmane Corneo dans ce studio. Il est spécialiste en sécurité du Sahel. Et au téléphone, nous avons Seth Daniel qui est journaliste, écrivain. Alors, Seth Daniel disait, la situation qui est là, elle engage la responsabilité du Mali et de la communauté internationale. Qu'en pensez-vous, Firoun Maïga? Oui, moi je suis totalement d'accord avec Seth Daniel en disant que, en fait, tout ce que peut faire la communauté internationale pour le Mali, son assistance, son parcours, qui aujourd'hui a même si elle est animée de bonne volonté, compte tenu de la situation qui pèse sur nous, les Maliens commencent à douter de cette assistance, parce qu'on pense que c'est à plusieurs mesures. Et ensuite, c'est la force Barkhane. Nous saluons l'appui de la communauté internationale, mais la responsabilité de l'État malien reste entière en ce qui concerne la protection et la sécurisation des populations, des personnes et de leurs biens. C'est à ce niveau que je dis, qu'est-ce qui se passe au niveau? Nous avons une armée qui a été aujourd'hui mise à niveau. Une armée qui a eu tous les rudiments, tous les outils nécessaires. À l'époque, on disait que ce n'était pas ça, mais avec l'apport de l'Union européenne, nous avons eu des contingents qui ont été formés aux droits humains, qui sont capables. Ce n'est plus cette armée qui partait pour écraser, pour faire autre chose. C'est une armée assez responsable, engagée. Je ne peux pas dire qu'elle est au top, comme Barkhane, comme les autres, mais elle a les moyens nécessaires aujourd'hui d'afficher et de créer la confiance autour d'elle. Sa responsabilité, elle est engagée. Il faut que l'armée malienne accompagne. Si je prends le cas de ceux qu'on a égorgés entre Gossi et Gao, Gossi-Gao, ça fait 150 km. Je pense qu'il est de la responsabilité de l'armée malienne et surtout de la sécurité malienne que quand il y a des incidents comme ça, d'assurer le transport de ces personnes et de ces biens en les accompagnant, en les protégeant jusqu'à leur destination. Mais pourquoi ils ne sont pas là? C'est cette armée, ce n'est pas Barkhane qui va le faire à notre place, ce n'est pas la MINUSMA. Je dis non, il faut que cette armée soit sur les routes, soit dans les villes, autre chose. Et le deuxième problème, c'est que je dis à l'armée, aujourd'hui le mode opératoire, c'est les motos. Mais qu'est-ce qu'on peut dire que l'État malien décrète qu'à compter de 7 jours, jusqu'à telle date, aucune moto ne circulerait dans les zones supposées d'insécurité? Pour qu'on arrête une moto, quelqu'un qui se trouve sur une moto qui aurait communiqué, ainsi de suite, bon, ça peut faire. Mais pourquoi l'armée ne collabore pas avec les collectivités décentralisées pour créer un maillage, un schéma qui leur permettrait d'avoir une meilleure communication et pour faire leur travail? C'est le travail de l'armée, c'est le travail de la sécurité. Il faut qu'ils assument ça. À Bamako, dans les villes et dans les campagnes. Il faut que l'armée sorte. Il faut qu'on ait confiance et on a confiance à cette armée. Pourquoi elle est restée derrière? Voilà le problème, donc, c'est de la responsabilité de l'État. Ousmane Corneo. Oui, je crois que je partage ce qu'ils disent, mais à moitié. Parce qu'il faut reconnaître que l'armée malienne vient de loin. Et de 1960 et de 2012 à maintenant, et vous savez que nous avons tout perdu. L'armée malienne a tout perdu, et des hommes, et les armements. Et aussi, il faut reconnaître la situation évolutive dans laquelle nous nous trouvons. À l'heure actuelle, on a fait le cessez-le-feu. En signant le cessez-le-feu, ça veut dire qu'il faut arrêter les hostilités. Et si aujourd'hui, on essaie de se mettre sur le terrain pour dire, écoutez, nous allons essayer de vaincre tous ceux qui se déplacent, tous ceux qui bougent, mais ceux qui se déplacent, qui se bougent, ils sont aujourd'hui confondus avec ceux avec lesquels on négocie. Ça veut dire que quand on fait la négociation, il y a des situations qu'on est obligé de laisser passer. Moi, je crois que tout l'effort qu'on doit fournir, c'est d'aller à la signature de l'accord. Et c'est à partir de la signature de l'accord qu'en fait, on saura qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui ont adhéré au processus et qu'est-ce qu'il faut faire contre ceux qui n'ont pas adhéré au processus. Mais tant qu'on n'a pas signé l'accord et qu'aujourd'hui, sur le terrain, sont confondus et les rebelles et les terroristes, mais on ne sait plus qui est rebelle et qui est terroriste. Et on a signé avec ce qu'on appelle les rebelles un cessez-le-feu.
Mais en fait, si on s'élève aujourd'hui pour dire, écoutez, on va attaquer on va aller combattre ceux qui attaquent, alors que ceux qui attaquent ne sont-ils pas les signataires de l'accord, qui fait que moi, je crois que ce qu'il faut faire, tout l'effort qu'on doit fournir, c'est aujourd'hui. En dépit du fait que nous avons une armée qui est en train de se constituer, d'aller d'abord vers la paix, la signature de cet accord, et à partir de là, essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va engager avec ceux qui ont adhéré et qui ont signé, qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ont refusé d'adhérer. Et de ceux qui ont refusé d'adhérer, je mets dans leur groupe ceux aujourd'hui qui sont en train d'attaquer. Et là, des dispositions comme celles qu'ils viennent de prendre, comme arrêter aux jeunes de circuler en moto, ce seraient des mesures trop radicales, mais si c'est nécessaire, peut-être qu'il faut aller. Alors, quand on parle, avant de donner la parole à Sœur Daniel, je crois que vous pouvez rapidement réagir comme vous le demandez, M. Maïga, en deux mots juste. Hein. Oui, je voulais juste dire que je n'ai pas parlé, vous voyez, depuis qu'on a parlé, je n'ai pas parlé de l'accord. Moi, je parlais des missions régaliennes de l'État, de l'armée, et je pense qu'il faut encore dire aux Maliens, nous avons une armée qui est en mesure de s'exprimer sur le terrain. Est donc compris. Alors, Sœur Daniel, quand on parle des auteurs de ces actes terroristes, très souvent on évoque des groupes affiliés à des djihadistes, mais a-t-on réellement une idée précise, assez précise de ceux qui sont derrière ces actes? Alors, ce que les experts, quand vous discutez avec les experts, parce qu'il y a des experts qui savent à peu près ce qui se passe sur le terrain. Dans la région de Tombouctou, on a essentiellement affaire à Yehia Bouhamam, qui est un islamiste algérien. C'est le représentant officiel d'AQMI sur le territoire malien. Il est parmi ceux qui sont les fauteurs de troubles dans la région de Tombouctou. Évidemment, vous avez des bandes incontrôlées sur lesquelles lumière n'a jamais d'emblée été faite, qui sont à côté, qui attaquent les populations, mais AQMI, c'est essentiellement la région de Tombouctou, et vous êtes rendu compte que c'est la seule région où des gens ont été décapités il n'y a pas longtemps lors de foires parce que AQMI accuse ces gens de travailler pour les forces alliées. Alors dans la région de Gao, c'est un peu plus complexe parce que vous avez le Moujao allié à Ben Mokhtar qui donne à l'Imourabitoun, mais vous avez également là d'autres groupes armés qui interviennent, qui commettent des attentats, qui enlèvent des véhicules et qui posent des mines, donc Moujao, Ben Mokhtar et d'autres groupes. Et maintenant la région de Kidal, qui n'est pas sous contrôle du gouvernement, là vous avez encore du AQMI, on le sait désormais, puisque l'otage néerlandais qui a été libéré il y a quelques semaines a dit qu'il était détenu par Al-Qaïda au Maghreb islamique, notamment vers la région de Thessalie. Mais je voulais insister sur un plan, c'est qu'il y a beaucoup de passerelles entre tous ces groupes-là et qu'il ne faut pas croire qu'il y a des bons, qu'il y a des méchants. L'erreur de la communauté internationale au Mali, je l'avais déjà dit et je le répète et j'en aurais terminé sur ce point, c'est d'avoir pensé qu'il y avait des djihadistes fréquentables et des djihadistes non fréquentables. Or, en réalité, comme le dit un confrère et un ami que j'aime beaucoup, Adam Thiam, la réalité, c'est que les djihadistes qu'on appelait fréquentables étaient les caches-sexes des djihadistes qu'on estimait non fréquentables. Alors, des djihadistes fréquentables, des djihadistes non fréquentables, vous aussi, vous estimez que c'est une erreur de la part de la communauté internationale, Ousmane Cornéo? Moi, je crois que djihadiste, et je crois que je prends ça chez Daniel, il n'y a pas de différence aujourd'hui entre les rebelles, ce qu'on appelle les rebelles, les djihadistes, ce qu'on appelle les djihadistes, les terroristes, ce qu'on appelle terroristes. Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, ils sont tous confondus. Ils sont tous confondus. Et je crois que c'est parfois même une erreur de croire que dans telle région, c'est un tel qui commandite. Dans telle autre région, c'est un tel qui commandite. Mais moi, je pars du postulat qu'on ne sait pas, c'est une nébuleuse, un groupe diffus de malfaiteurs, de terroristes, qui, quand ça les arrange, c'est des rebelles, quand ça ne les arrange pas, c'est des terroristes, c'est des djihadistes. Et dire que telle région relève de telle autorité djihadiste, pour moi, comme les peuples disent, fougoute. Mais il semble qu'ils sont quand même très nombreux, ils sont des groupes différents sur le terrain. Oui, mais c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, je dis, il y a ce qu'on appelle un phénomène qu'on appelle la fluidité entre les rebelles et les terroristes. Le phénomène de fluidité il dépend de deux phénomènes. Un premier phénomène, c'est qu'en fait, ils sont tous du même clan.
Ils sont presque du même clan. Ils sont de la même région. Ils sont presque des mêmes groupes ethniques, Touareg, Arabes, Songharaï, Peul, tous sont là, et qui sont combinés. Et c'est maintenant qu'on fait la différence. Avant, c'était le même groupe. Et le deuxième phénomène, c'est qu'en fait, c'est l'opportunisme. L'opportunisme, c'est-à-dire que toutes ces activités sont des activités opportunistes. On le fait selon que l'opportunité se présente de devenir djihadiste quand il le faut, de devenir rebelle quand il le faut. Nous allons maintenant donner la parole à Firoun Maïga, qui est spécialiste en questions, en gestion et prévention des conflits, expert international en DDR. Oui, j'ai entendu avec intérêt Serge Daniel et Cornion. C'est vrai que quand tu regardes les passerelles, est-ce il y a une certaine nuance que, en fonction des intérêts, en fonction des stratégies, nous voyons que ceux qui manifestent les actions sur le terrain peuvent être rebelles d'un moment et être djihadistes parce que dans un sens. Mais là où moi je me dis, c'est vrai que ces groupes existent. Je ne nie pas qu'ils existent, ils ont opéré, les Maliens les ont venus, la communauté internationale les a connus, ils les ont combattus, d'autres restent. Il y a des adeptes qui se sont inscrits dans cette école, mais qui ne sont pas confinés dans le désert, qui sont dans nos grandes villes, qui sont à Bamako, qui sont ailleurs, qui en réalité, quand vous écoutez leur prêche et leur façon de voir, sont pires que ceux qui ont les armes ou bien qui sont en train de se cacher derrière. En fait, ce phénomène existe, nous vivons tous les jours avec. La question, c'est de trouver la solution. Et je pense que ce n'est pas l'accord, le paragraphe de l'accord. Je pense qu'à un même moment où nous négocions avec les mouvements, où nous voulons amener une stabilité, il doit y avoir une force dissuasive qui doit montrer que l'État monte d'un cran. Et nous avons que la sécurité de plus en plus se renforce et les populations prennent confiance pour contrebalancer. Mais si on reste dans le statu quo pour dire que bon, le bon samaritain viendra, on nous apportera la paix sur un plateau d'or, il n'y aura pas de clash d'armes, ainsi de suite, on se leurre. Et ce n'est pas Serge Daniel qui va me contredire en disant que ces gens-là, ils existent bel et bien, il faut les savoir, il faut les contrer. C'est de manière interne qu'on peut peut-être trouver cette solution dans une dynamique. Serge Daniel, le phénomène de cellules dormantes dans la ville malienne, c'est une réalité selon vous? Écoutez, déjà, si vous faites attention, il y a l'année dernière, les forces de renseignement du Mali avaient arrêté, ici même à Bamako, une vingtaine de jeunes, c'était des Maliens du Sud, qui étaient membres de cellules dormantes à Bamako. Donc ce n'est pas une question à se poser. Le problème, c'est qu'en termes de communication, vous savez, il y a eu le dernier attentat de Bamako au bar-restaurant La Terrasse, mais qui s'intéresse encore à cet attentat? Plus personne, quasiment, à part les spécialistes. Et chaque jour, pourtant, quand vous vous informez, vous découvrez que ce sont de véritables cellules dormantes qui s'installaient dans la capitale malienne, non seulement dans la capitale malienne, mais dans d'autres localités du Mali, pour passer à l'attaque, parce que le principe, ce sont des gens qui sont généralement endoctrinés. Vous avez vu, par exemple, la dernière fois, lorsque le djihadiste ou l'apprenti djihadiste, je dirais, qui a été tué après l'attentat de La Terrasse, vous avez vu qu'il avait des complices à Bamako, ici. Donc forcément, vous avez des cellules dormantes. Les autorités, de ce point de vue, il faut rendre hommage aux services de renseignement du Mali parce qu'elles ne communiquent pas assez, mais je peux vous dire par exemple que depuis les événements de l'attentat, d'après mes informations, il y a eu au moins 2 attentats qui ont été déjoués dans la capitale malienne et dans sa périphérie, mais on n'en a pas parlé. Un mot pour dire par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport à la signature de l'accord. Je vous assure, et c'est mon point de vue, ce n'est pas parce que vous signez un accord demain à Bamako que vous aurez la paix. Ce n'est pas vrai. Il y a le travail qu'on fait en amont et le travail à faire en aval. Si la communauté internationale est décidée à aider le Mali, pas seulement à aider le Mali, parce qu'à s'aider elle-même, parce que le Sahel est une vaste zone qui peut déboucher sur le Maghreb pour aller à l'Europe et qui peut déboucher sur le Maghreb ou des zones comme le Soudan, le Tchad, etc., l'Égypte, et pour repartir en Europe. Il faut nettoyer le Sahel. Et le Mali occupe est un carreau de feu, placé dans le ventre de ce Sahel. Tant qu'on ne va pas de manière concomitante à côté des accords, à côté des actions de développement, tant qu'on ne va pas constituer une force internationale pour nettoyer cette zone, parce que vous avez un trafic de drogue, un trafic d'êtres humains, par exemple la drogue qui circule. Aujourd'hui, un camion de pick-up chargé de cocaïne rapporte exactement, c'est-à-dire en termes de revenus, rapporte exactement la même chose que 15 à 20 pick-up chargés de cannabis. Donc
Au lieu de faire le cannabis désormais, les gens font de la cocaïne. Trafic de drogue, trafic de monnaie, trafic de véhicules, trafic de cigarettes, trafic d'êtres humains. Il appartient, à mon avis, à la communauté internationale de réagir enfin, de contrôler la Libye, de contrôler le nord du Mali, pour qu'une paix ou un semblant de paix revienne dans cette zone-là. Studio Tamani, 18h45, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. L'attentat de la terrasse, c'est Daniel l'a justement évoqué tout à l'heure. Alors, on se rappelle que Mokhtar Bel Mokhtar, le chef du groupe Al-Mourabitoun, avait réclamé donc cet attentat en plein cœur de la capitale. Des rumeurs font état de sa mort présentement. Et comment faut-il prendre ces rumeurs selon vous? La question est posée à Ousmane Kornou. Oui, vous savez, hein, moi je suis très méfiant de dire qu'un tel est mort, un tel vit, de telle personne est le leader ou de telle autre personne est le leader. Moi, je constate que c'est un mouvement terroriste. Et un mouvement terroriste, c'est comme un serpent dont tu coupes la tête, il y a une autre tête qui apparaît. Qui fait que même si Mokhtar est annoncé mort, demain, il y a un autre Mokhtar qui va apparaître. C'est un phénomène. Mais moi, je voulais quand même reprendre un peu sur l'intervention de Serge tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Dire, écoutez, nous allons mater tout ce qui bouge, mais nous allons aussi négocier. Non. Je crois que si on veut négocier, on essaie de suspendre la guerre, de négocier avec ceux qui souhaitent négocier, et ensuite, après avoir su ceux qui sont avec la paix, ceux qui souhaiteraient aller vers la paix, on saura alors comment mater ceux qui ont refusé. Mais aujourd'hui, si on dit, bon, écoutez, on prend l'opération Barkhane, on prend l'armée malienne, on prend l'amunissement, écoutez, on veut essayer d'écraser tout ce qui bouge dans le nord du Mali. Et tous les groupes qui se déplacent dans le nord du Mali. Mais ceux qui bougent là, mais c'est avec eux qu'on veut négocier. Ça veut dire que si on connaissait la différence entre ceux avec qui on veut négocier et ceux qui font des attentats, alors on saura dire, bon, nous allons négocier avec ceux qui sont rebelles et nous allons essayer d'écraser ceux qui sont des terroristes. Or, si on parle de poste-là, qu'aujourd'hui on ne connaît pas la différence, je ne vois pas. De manière conséquente, comment on va aller sur la table de négociation alors que de l'autre côté, on est en train de mater. Moi, je suis d'avis que malgré la situation qui se passe actuellement d'insécurité, qu'on essaie, si on a pris l'option de la négociation, de négocier d'abord jusqu'à savoir qui est prêt à aller vers la paix et qui n'est pas prêt à aller vers la paix et qui est alors contre la paix pour lequel il faut trouver des sorts. Alors là, on va essayer de ratisser avec l'armée malienne, avec les autres forces pour essayer d'écraser, d'anéantir tous ces groupuscules-là. Mais si on veut en même temps les anéantir et ensuite négocier, alors ça veut dire qu'on connaît la différence entre ceux avec qui on négocie et ceux qu'on veut écraser. Or, aujourd'hui, d'après cette Daniel, lui, je l'écoute tous les dimanches, et on ne fait pas la différence aujourd'hui entre ceux qui sont à Alger et qui négocient et ceux qui sont sur le terrain. Une question qui semble donc délicate. Une réaction de votre part, c'est Daniel? Non, pas du tout. C'est point de vue contre point de vue. Moi, je respecte le point de vue de mon ami. Et je ne partage pas tout simplement son point de vue parce que, vous savez, le jour de la signature de l'accord, vous n'allez pas voir 20 combattants. Vous allez voir des représentants de combattants qui viennent signer au nom des mouvements. Il y a ce qui est la particularité de cette rébellion ou de cette nouvelle rébellion dans le nord du Mali, la particularité de ce soulèvement, la particularité de ces groupes armés, c'est qu'il y a une déconnexion totale entre la base militaire, c'est-à-dire les combattants, et ceux qui les dirigent. Et c'est pour cette raison que je reste persuadé qu'il faut faire de manière concomitante. Il ne faut pas dire nous allons croiser les bras, attendre de signer un accord, et puis maintenant aller sur le terrain, mater ceux qui n'ont pas signé l'accord. Ce n'est pas écrit sur le front des combattants, j'ai signé un accord ou je n'ai pas signé un accord. Bref, c'est point de vue contre point de vue. Mais un mot sur Ben Mokhtar, ce n'est pas la première fois qu'on annonce sa mort, comme vous le savez. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois du moins, les Français de l'opération Barkhane ont, par des frappes aériennes,
sont arrivés à tuer des proches, notamment un de ses proches qui s'appelle Doulébil. C'est un proche, c'est un bras droit. À partir de cet instant, on a récupéré son téléphone, qui a dû parler, qui en a dû avoir des informations précises sur lui. Donc il est très fort probable que depuis, il se terre parce qu'il sait il peut être localisé s'il téléphone, s'il bouge. À un moment, on l'a annoncé en Libye, etc. Mais il ne faut pas oublier que même quand on n'a pas de ces nouvelles, on a quand même de ces nouvelles indirectement, puisqu'il a un groupe qui revendique des attentats dans le nord du Mali. Firoun Maïga, votre opinion? Oui, je suis très d'accord avec cher Daniel. Qu'il soit mort, qu'il ne soit pas mort, la question c'est qu'il crée des problèmes jusqu'à présent. Donc le fait, est-ce que c'est sa mort qui va satisfaire pour dire que bon, le terrorisme va diminuer, ainsi de suite? Mais c'est une nébuleuse, c'est un groupe qui est organisé, qui ont des missions, qui ont des visions. Sa mort ne va pas enlever tant que le mouvement en ce qui le concerne, Mourabitoun, ne soit détruit au cœur même, quoi. Et même là encore, on peut connaître des mutations. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est vrai qu'on perçoit une certaine liaison, mais je voulais juste dire pour les groupes qui négocient aujourd'hui à Alger, n'oubliez pas qu'au sein de la MINUSMA, chaque mois, il y a une réunion qui regroupe et la partie gouvernementale et les partis qui sont en négociation et la MINUSMA dans un cadre qu'on appelle la CTMS. Alors, dans cette structure, tous les mouvements identifient, donnent leur position, leur zone d'influence et leur capacité aussi à maintenir une certaine forme de sécurité. Donc, ces mouvements sont connus, identifiés dans les zones. Leurs combattants, les listes ne sont pas encore faites, mais nous savons quand même que si dans telle zone il y a une activité qui est menée de prédominance, on sait que c'est ce mouvement qui est dans cette zone. Donc ce n'est pas la même chose que les djihadistes, qui sont des gens qui sont avec turban, pantalon court, ainsi de suite, qui sont sur une moto, comme n'importe quel bozo, comme il le dit, il est là, que Dogon ou bien Soraï est là, qui prend sa moto pour aller chercher ses chèvres ou ses vaches, et puis bon, tout d'un coup il s'arrête au bord d'un goudron, il met une mine, il met un truc, il pense, ça c'est différent. Alors, on annonce quand même l'arrivée des renforts. On parle de soldats qui devraient venir de la Slovaquie et d'autres pays. On parle des Ivoiriens qui doivent arriver. Alors, ça veut dire que la communauté internationale, quand même, a conscience de la gravité de la situation. Et cette nouvelle, par rapport à ces arrivées, c'est des nouvelles qui, quand même, rassurent un peu, non, Cornéo? Oui, moi, je crois que je suis toujours sur la même ligne droite, hein. Les efforts sont à fournir à partir de la signature. Et je crois bien que je suis du même bord que la communauté internationale, qui croit que c'est à partir de la signature qu'on saura alors, parmi ceux qui ont signé et qui sont engagés dans la paix et qui vont aller être dans le cantonnement, qui vont aller dans tout le processus décrit dans l'accord, écoutez, les autres, comme ils ont dit, ceux qui refuseront de signer sont opposés à la paix, et par rapport à ceux-ci-là, il y a leur sort qui est à être joué. Et là, je crois que c'est à cela que la communauté internationale se prépare. Et je salue alors l'arrivée de ces nouveaux groupes, ces nouvelles compagnies, ces nouveaux militaires qui arrivent et qui vont renforcer ceux qui existent. Peut-être qu'il faut encore renforcer la mission, la MINUSMA, pour qu'elle passe de la stabilisation même à la phase offensive. Et l'armée malienne qui est en train d'être renforcée aujourd'hui et équipée, et plus l'opération Barkhane, je crois qu'à partir de cet instant-là, ils pourront alors essayer de venir à bout de ces terroristes, de ces djihadistes qui vont se mettre en dehors du processus de paix. Alors, Sir Daniel, pensez-vous que la communauté internationale ait vraiment la volonté de faire plus et mieux avec les arrivées qui sont annoncées? Je vais vous décevoir. Moi, je vais vous décevoir. Si vous prenez par exemple, j'ai entendu le Salvador. Est-ce que depuis quand, combien de Maliens connaissent le Salvador? Combien d'habitants du Salvador connaissent le Mali? Ce sont des jeux d'intérêt. Écoutez, lorsqu'il y a un pays contributeur dans une mission de paix de l'ONU, vous savez comment ça se passe? C'est le pays qui prend en charge ses troupes matériellement. Et à la fin du mois, le pays fait une note salée à la mission de l'ONU pour se faire rembourser. Il y a d'abord un prestige. Et ensuite, on veut quand même faire partie des casques bleus. Et pour ne pas, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous voulez être là après le conflit, il faut être là pendant. Donc forcément, il y a des intérêts. On sait qu'il y a des missions des casques bleus qui sont à Gao aujourd'hui.
qui ne s'est pas du tout exclu que ces casques bleus, ils ont un personnel chargé du génie. Et quand on parle du génie, c'est qu'on veut savoir ce qui se trouve dans le sous-sol. Il faut arrêter aussi de penser que tous les casques bleus arrivent pour les beaux yeux du Mali, que parce que le Mali est un beau pays, etc. C'est parce que, d'abord, il y a un problème de sécurité internationale. Ce qui se passe au Sahel intéresse les Européens. Le danger pour l'Europe peut venir du nord du Mali, donc il faut intervenir. Il y a une solidarité, mais il y a également, et je voudrais insister là-dessus, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Firoun Omaïga. Merci beaucoup. Je pense que cher Daniel a tout dit. Il y a un contingent de plus. Bon, ce serait le même contingent. C'est bien. Quand on dit qu'on vient aider le Mali, les Maliens sont contents. Mais en réalité, je reviens encore à ça, il faut que les Maliens comprennent qu'aucun contingent ne prendra, quelle que soit sa force, ne prendra la place des forces armées maliennes, des forces de sécurité maliennes, de la gouvernance malienne. Il faut que les Maliens, tous ensemble, comprennent qu'on ne peut pas nous apporter une paix sans notre propre engagement. Et ça, ce n'est pas un contingent qui va arriver, qu'il soit 1000, 10 000, autres 1000. Bon, c'est vrai, Serge Daniel a déjà tout dit. Nous apprenons aujourd'hui qu'il y en a, au lieu d'aller même chercher les djihadistes, sont en train d'exploiter quelque chose dans la région de Kidal, dans les régions, partout, les langues sont en train de se délier, qu'ils ont une autre mission. Mais le problème, c'est que si l'armée malienne était présente sur ce terrain-là, oui. Maintenant, comment faire en sorte que cette armée puisse être sur le terrain? Il faut qu'il y ait une session nationale, il faut qu'il y ait un accompagnement et il faut qu'il y ait des mesures coercitives aujourd'hui pour essayer de donner confiance à cette armée et aux populations. Et cette complémentarité citoyen-État doit se faire. Et je pense que c'est le seul salut. Maintenant, l'accord signé, nous sommes tous des Maliens. Moi, j'étais à Alger. Ceux qui sont là-bas en train de dire qu'ils veulent le fédéralisme, ainsi de suite, après avoir crié le fédéralisme, on se retrouve autour de la table et nous parlons. Mais en réalité, c'est des Maliens. Peut-être qu'ils ont une autre vision, une autre ambition, mais je pense que le fondamental, c'est qu'ils sont Maliens. Un dernier tour de table pour conclure en quelques mots. Vous, M. Cornéo? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'avais souhaité que nous parlions un peu de l'accord, parce qu'il est d'actualité. Ce que Serge vient de dire et que Firoun a appuyé, c'est qu'en fait, quand on vient dans les opérations comme l'aménagement, on ne vient pas pour mourir. On vient pour s'enrichir et pour retourner. On vient dans le système des Nations Unies. Donc ça veut dire que le comportement que l'opération, que l'aménagement, les agents de l'aménagement ont au Mali, ce sont les mêmes comportements que toutes les opérations du système des Nations Unies ont eu comme comportement. Il revient peut-être aux Maliens, comme ils l'ont dit, d'aller en avant. Mais n'ignorez pas, vous savez la situation. Le nord du Mali, la région seulement de Tombouctou, vaut toute la France, ma superficie. Vous voyez le nombre de militaires que nous avons et le niveau d'équipement. Est-ce qu'il faut les envoyer alors qu'ils ne pourront pas opérer, tel à Menaka, ils sont là-bas cantonnés, ou il faut alors aller vers la négociation pour enfin voir comment on peut opérer. Moi, je suis d'avis qu'on aille vers la négociation, qu'on aille vers la signature de l'accord, qu'on essaie de voir comment, avec ceux qui seront avec nous, comment combattre. Plutôt que de dire, bon, écoutez, l'armée malienne, allons-y à la boucherie. Serge Daniel, une conclusion à tirer? La guerre n'est pas terminée dans le nord du Mali. La guerre n'est pas terminée dans le nord du Mali. La guerre peut se terminer, mais elle n'est pas terminée. Il appartient au Mali d'abord d'élaborer une politique claire pour pouvoir sortir de la crise. On n'a pas encore cette politique claire. Il faut que la communauté internationale sache que ce n'est pas seulement que le Mali qu'il faut aider, mais en intervenant dans le nord du Mali, la communauté internationale est en train de céder. Quant aux Maliens, il faut aussi, surtout, pouvoir tenir compte des populations civiles de Gao, de Kidal, de Tombouctou, de Mopti et d'ailleurs pour pouvoir faire la paix. Ils ne sont pas, à mon avis, j'en aurais terminé, ils ne sont pas assez associés à la sortie de crise qui tarde à venir. Et je vous remercie. Firoun Omaïga. Oui, moi je suis... En deux mots, juste en deux mots. En deux mots, d'abord je compte sur moi, il faut que les Maliens comptent sur eux-mêmes. Il faut qu'il y ait une véritable coordination entre les structures de sécurité et de défense, plus les collectivités.
il faut des missions, il faut des moyens, il faut une collaboration et il faut une dynamique d'ensemble. Il faut que les Maliens comprennent que la paix dépend d'eux et il faut qu'ils contribuent à cette paix. Voilà, c'est tout pour notre rendez-vous de ce jeudi. Le sujet du jour, c'était l'aggravation de la situation sécuritaire dans le septentrion malien. Pour en parler, nous avions 3 invités. Firo Noumaïga, qui est spécialiste en gestion et prévention des conflits, expert international en démobilisation, désarmement et réinsertion. C'est Daniel, journaliste, écrivain, et Ousmane Cornéo, spécialiste en sécurité du Sahel. Le grand dialogue de ce jeudi vous a été présenté par Seydou Fomba à la mise en onde, Mamadou Ouattara, de l'autre côté à la régie vidéo. Nous dirons réalisation Ousmane Djadje Touré. On vous remercie, on vous donne rendez-vous demain. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.